Bonjour, donc nous allons continuer notre cours de intelligence artificielle distribuée. Nous allons entamer le cours là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous allons commencer aujourd'hui avec une définition formelle de système multi-agent comme exemple d'intelligence artificielle distribuée. Veuillez me communiquer que vous êtes en train de bien recevoir mon écran. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que le partage d'écran s'effectue correctement sans aucun problème? Vous êtes parfait. Donc, nous allons commencer par la définition de système, donc une définition formelle de système multi-agent. Et nous allons présenter les divers composants. Là, nous allons aussi enregistrer la séance. Donc, juste, je vous informe qu'elle sera par la suite aussi diffusée sur YouTube comme d'habitude, afin que vous pourrez avoir donc l'accès à la présentation. Donc, il y a juste un peu de lenteur. Je pense que c'est bien à cause du partage, mais ça devrait fonctionner. D'accord. Donc pour la définition formelle, je vous présente les divers éléments de notre système multi-agent avec des légères modifications à propos à ce que vous avez présenté vous-même. Donc là, au niveau de votre travail, vous avez déjà détecté les diverses composantes. Ce que nous allons ajouter quelques précisions par rapport à ce que vous avez proposé. Alors, formellement, un système multi-agent est défini par une première composante qui est l'environnement, là où nous allons préciser que c'est un ensemble de données perçues et ces données perçues peuvent être mémorisées dans une base de données. Donc, dans certains cas, on aura besoin que cette base de données soit dynamique. La deuxième composante, c'est notre agent qui va être, donc c'est pas uniquement un seul mais plusieurs. Donc nous allons noter l'ensemble de tous les agents par A, G étoile et c'est un ensemble fini d'agents. Ces agents peuvent être soit des agents intelligents, donc dans ce cas on va les noter par AGI, soit des agents experts. Déjà un agent expert, on va voir par la suite que c'est un agent intelligent, soit des agents classiques, là où les fonctions par la suite que nous allons les présenter vont être limitées à 2 au lieu de 3. Alors, chacun de ces agents, il peut avoir un ou plusieurs buts à atteindre afin donc de réaliser ces divers objectifs, s'il y en aura plusieurs. Alors, pour les fonctions, il y aura une fonction que je vais la noter L sensor. Et cette fonction, c'est la fonction qui va permettre à l'agent de percevoir les données à partir de son environnement. La composante suivante, ça va être une fonction que je vais la noter L analyse et une fonction de traitement des données perçues. L'agent, il va tout d'abord percevoir des données à partir de son environnement. Par la suite, il va utiliser la fonction à l'analyse pour pouvoir analyser les données. Une troisième fonction qui est la fonction LActuator. Et cette fonction, elle va permettre à l'agent de donner quelles sont les actions qui peuvent interagir avec son environnement. Alors ici, si nous avons uniquement des agents classiques non intelligents, dans ce cas, on n'aura pas besoin de la fonction, la deuxième, la fonction LAnalyse. Alors, si nous essayons ensemble de faire une sorte de lecture critique à cette définition, si vous avez déjà des critiques, je vous entends, mais personnellement, à partir de ce que vous avez proposé comme définition et en essayant de parcourir tous les travaux que vous avez rendus, j'ai trouvé une critique qui est possible. Donc, vous pouvez facilement proposer une telle critique. Alors,
la critique là où il y a une différence par rapport à plusieurs définitions, je dis bien formelles, proposées par vos collègues, c'était la définition n'aborde pas la gestion des relations de communication entre les agents. Je ne sais pas si vous êtes bien d'accord. Alors, si ces définitions n'abordent pas de gestion de relations, ceci veut dire que ce que j'ai proposé comme définition actuellement, comme définition formelle, peut être insuffisant et peut-être il devrait être complété. Alors, nous allons essayer donc de répondre à cette question. Et je commence par présenter un exemple classique. Donc, si je vais prendre un enfant ou peut-être un étudiant, alors qu'est-ce que l'enfant ou aussi l'étudiant doit faire pour réussir une opération de communication? Alors, généralement, l'enfant ou même l'étudiant, il doit écouter, il doit observer, et donc il est en train de percevoir ce qu'il va entendre et ce qu'il va regarder. Il doit penser, il doit réfléchir, il doit donc analyser, si vous voulez, les informations perçues. Et par la suite, bon, un enfant, par exemple, s'il est âgé de 1 ou 2 années, un bébé, il va soit crier, soit pleurer pour proposer, donc pour imposer ce qu'il veut. Si je prends un étudiant, il va critiquer pour agir à ce qu'il est en train d'écouter, observer et ce qu'il a fait comme des analyses. Là, ce que nous avons mis, ça nous rappelle les fonctions qu'on a proposées, mais peut-être vous allez dire, là, si on va prendre percevoir, analyser, agir, ceci veut dire que la communication entre agents peut se faire à travers les fonctions L sensors, L analyse, L actuators. Alors, ces trois fonctions qu'on pourrait utiliser pour effectuer donc la communication sont-elles suffisantes? Est-ce que c'est suffisant de dire qu'on pourrait utiliser les trois fonctions de perception, d'analyse et d'action pour effectuer cette opération de communication? J'entame un autre exemple si vous voulez, donc un ensemble d'enfants, toujours ou d'étudiants, donc on peut prendre que ce soit cet exemple ou l'autre, pour communiquer doit respecter un ordre de perception. Et dans ce cas, il y aura une sorte, si vous voulez, comme s'il devrait y avoir un leader qui va donner l'ordre à chacun de communiquer, d'entendre et tout ça. Alors, si vous essayez par exemple d'entendre plusieurs participants à la fois, vous n'allez pas réussir à percevoir une information importante pour vous en tant qu'étudiant. Alors, aussi, il faut filtrer les parasites, tout ce qu'il y a, par exemple, s'il y a eu de bruit, d'informations non nécessaires à retenir. Alors, si vous allez retenir les fausses propositions, par exemple, proposées par vos collègues, ceci va engendrer que il n'y aura pas une importance de la communication, on n'aura pas intérêt à en fait à mémoriser tout ce qu'il va être entendu. La troisième composante que je propose, respecter un ordre au niveau de l'action. Par exemple, si vous allez actuellement parler tous ensemble, on ne va pas réussir à vous comprendre et vous entendre. C'est pour ça que vous êtes en train de désactiver votre micro pour m'écouter et par la suite, si je vous demande de participer, il faut que un seul pourra donc prendre la parole. Alors ici, on dit que la communication, c'est vrai qu'elle a besoin de ces trois fonctions qu'on a présentées, celle de percevoir, analyser, agir. Mais aussi, ceci doit se faire selon un ordre d'accès peut-être à la base de données dynamique. Ceci nous ramène à la question suivante. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Est-il possible d'ajouter dans ce cas un outil de contrôle ou de gestion de communication dans la définition? Donc si on essaye de s'inspirer de ces exemples que je présentais actuellement, il est fondamental d'avoir
un processus de contrôle et déjà on est en train de présenter les premiers agents qui ont été proposés dans la littérature, comme par exemple je prends la table noire. Elle propose déjà un outil de contrôle ou de gestion de communication dans le processus de système multi-agent. Alors là, comme réponse à cette question, si vous avez des réponses, vous pouvez intervenir. Je vous laisse la parole. Est-il possible déjà d'ajouter un outil de contrôle ou de gestion de communication dans notre définition formelle de système multi-agent et tout en prenant en considération que nous cherchons à ce que notre définition soit une définition standard, qu'on pourrait l'utiliser par la suite pour toutes les architectures que nous allons présenter, tout en confirmant que cette définition soit le plus simple possible. Il est inutile de la compliquer. Si on pourrait retenir celle-là pour réussir aussi la communication, ça sera mieux. Alors, ma réponse à cette question, si vous ne voulez pas donc ajouter quelque chose, là je donne ma propre réponse. Oui, il est possible. Il est possible d'ajouter une composante pour effectuer le contrôle entre les agents au niveau de la communication et gérer si vous voulez, les relations entre ces agents. Mais là, en fait, je vais attirer votre attention qu'un outil de contrôle ou de gestion de communication peut être lui-même un agent, un leader, ou si vous voulez, un agent leader qui va organiser l'ordre d'accès à la base de données dynamique. En d'autres termes, et avec l'exemple suivant, dans une réunion, là où nous sommes en train de communiquer, l'enseignant, on pourrait appeler ça agent de communication ou agent leader, peut gérer en fait le contrôle ou la gestion de la communication. Si je veux qu'une personne en particulier donc actuellement participe et donne son avis, je vais l'appeler par son nom et je vais demander à cet étudiant de donner son avis. Dans ce cas, on évite que plusieurs étudiants essayent de participer à la fois. Alors, la gestion de la communication entre plusieurs ordinateurs, si je prends l'exemple de connexion Internet, connexion donc à un modem ou routeur, donc on trouve les agents participant à une communication se fait donc cette communication à travers un routeur ou un modem. Et ce dernier, ce n'est que un agent qui assure la gestion de la communication. Il va permettre à chaque ordinateur d'accéder à l'information et d'avoir l'information nécessaire en effectuant donc une gestion au niveau de l'ordre de données communiquées. La gestion de communication entre plusieurs ouvriers dans une usine de production, et là je suis en train de vous inviter à revenir aux années 80, là où on a essayé de remplacer les ouvriers par des robots. Alors, si nous allons considérer les divers employés, les divers ouvriers comme des agents de production, alors la gestion de communication peut se faire à travers, concrètement, à travers un chef de production et on pourrait remplacer ce chef de production par un agent leader si nous allons le tout remplacer par des robots. Alors là, si on est d'accord avec ce que j'ai présenté, ceci veut dire qu'on pourrait éventuellement, mais pas nécessairement, refaire la définition de cette manière. On va garder les composantes suivantes. Donc une première composante environnement, là où c'est un ensemble d'informations mémorisées dans la base dynamique DY. AG étoile, c'est un ensemble d'agents. Et si nous allons ajouter un agent, par exemple, je vais l'appeler ici, ce qui est présenté en bleu, un agent de communication, un agent leader qui va gérer l'ordre de communication. En fait, c'est un agent qui appartient à AG étoile, assurant la gestion. Il va assurer donc le rôle, il va assurer la gestion de communication.
Et si vous voulez, c'est pas vraiment une nouvelle composante, c'est une composante qui est inclue dans la composante AG étoile, car AG, comme il vérifie toutes les propriétés de AG étoile. Et pour les autres agents que nous avons, donc un agent intelligent, il va utiliser les trois fonctions de perception, d'analyse et d'action. Donc cet agent, à travers ces trois fonctions, il pourrait assurer une opération de communication avec les divers autres agents. Donc les autres composantes, but et les diverses fonctions qu'on a présentées au niveau de notre définition au départ restent les mêmes. Ceci nous amène à dire que c'est vrai, cette définition, il est possible donc de la modifier de cette manière, mais si vous voulez, nous avons exactement la même définition qu'au départ, car simplement cette composante de AGCOM qu'on a ajoutée, c'est une composante qui est inclue dans AG étoile. Donc ceci me permet, en fait, si vous êtes d'accord bien sûr, de garder la définition de départ sans la modifier. Si vous avez des questions, je vous entends. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon, pour le moment, nous allons garder la définition de départ sans ajouter la composante AGCOM car elle est incluse dans AG étoile. Êtes-vous d'accord? Alors, oui, j'ai pas bien entendu. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Alors là, en fait, au niveau des travaux que je vous ai demandé en fait, m'envoyer, je vous ai dit, est-ce que vous avez la possibilité d'enrichir votre cours avec d'autres exemples de systèmes multi-agents? Et en essayant de parcourir, vous avez, si je prends tout le groupe qui ont rendu le travail, vous avez presque parlé de tout problème possible. Donc, dans ce cas, ceci veut dire que ma question reste la même que j'ai posée la dernière séance, si vous vous rappelez bien de la question. Est-ce que une modélisation, si vous voulez, en utilisant la définition que j'ai présentée tout à l'heure, est capable de présenter une approximation, elle est capable déjà de modéliser tout problème de la classe un peu difficile, est-elle capable dans ce cas d'être utilisée pour qu'on approxime n'importe quel problème de cette classe? Alors là, en fait, comme exemple de la classe un peu difficile, des problèmes très connus, je peux prendre le problème de plus court chemin dynamique que nous allons le traiter au niveau de le prochain chapitre. On pourrait considérer que ce problème pourrait aussi être multi-objectif. Et dans ce cas, est-ce qu'on pourrait utiliser une solution d'intelligence artificielle distribuée basée sur les systèmes multi-agents? Est-elle possible donc? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer pour proposer une solution à ce problème? Comme deuxième problème, là où on pourrait aussi faire appel au système multi-agent, j'ajoute donc à ce que vous avez proposé un problème au niveau de la littérature très connu comme le problème d'optimisation simultanée du temps et du coût pour trouver le temps optimal et le coût optimal d'un projet à réaliser. Ce problème est connu sous le nom de Discrete Time Cost Trade-off Problem. Et c'est un problème bi-objectif là où nous avons deux buts, le temps et le coût à optimiser. J'ajoute donc d'autres problèmes comme conduire, piloter automatiquement un robot, explorateur, une voiture, un avion, une machine. Donc tout ce qui est envers l'automatisation d'une machine. Mais aussi, je vais ajouter deux autres propositions que nous allons les traiter fin de ce chapitre au niveau de la dernière section. Elle sera de faire, donc au niveau de cette section, on va essayer de faire la comparaison entre, si vous voulez, une formulation au niveau de la littérature qui parle des problèmes de satisfaction de contraintes évaluées, Valued Constraint Satisfaction Problem,
On pourrait aussi avoir une variante multi-objectif et une variante où les contraintes sont intelligentes. Alors pour ces variantes, y a-t-il un lien avec le formalisme qu'on est en train de présenter, qui est le système multi-agent? Alors là, pour les agents intelligents, on a comme donc la différence par rapport à un agent classique, c'est qu'il devrait y avoir au niveau de la fonction que j'ai appelée L analyse, on pourrait avoir la possibilité d'ajouter tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est intelligence employée, pour pouvoir donc par la suite prendre les actions et même on pourrait employer ce genre de processus au niveau de la perception. Si je reprends l'exemple où nous allons percevoir qu'il y a un feu rouge par une voiture, et si nous allons garder un traitement simple au niveau de la perception du feu rouge et il y a un agent de police, on pourrait donc dans ce cas ajouter qu'il faut vérifier s'il y a aussi un agent de police qui est en train de faciliter la circulation et donner la priorité à ce qu'il va donner comme ordre pour pouvoir gérer la circulation. Aussi donc au niveau de L actuator, L sensor, on pourrait à ce niveau avoir une sorte d'intelligence. Même au niveau de l'action, on pourrait ajouter une sorte d'analyse. Au niveau de L sensor, au niveau de cette fonction qui va nous permettre de faire la perception de l'environnement, il pourrait y avoir une opération de classification, une opération de reconnaissance de forme qui va permettre donc à notre agent de connaître qu'est-ce en fait, à classer l'information afin de la bien utiliser. Là, c'était donc pour attirer votre attention que même les fonctions L sensor et L effectors peuvent ces fonctions peuvent avoir un processus aussi intelligent lorsque nous avons un agent intelligent. Là, je vais en fait vous demander de réfléchir avec moi sur cet exercice. Et dans ce cas, on est déjà en train de préparer l'objectif de toute la matière. Et j'attire votre attention que lorsqu'on a présenté l'évolution de la théorie, on a dit qu'en 1937, Alan Turing a proposé la machine du Turing et cette machine du Turing était universelle. Les ordinateurs utilisés aujourd'hui sont à base à cette proposition et je vous demande donc d'essayer de penser à une réponse à ces deux questions. La première, pouvons-nous approximer un problème un peu difficile par un système multi-agent? Et là, je dis un problème, donc ceci veut dire, est-ce qu'on pourrait aussi faire cette opération pour tout problème un peu difficile possible, et en particulier des problèmes de décision? Autre question que je vous propose, pouvons-nous présenter une architecture universelle pour un système multi-agent? Pourquoi je parle d'architecture universelle et pourquoi je parle d'une... Est-ce que le formalisme système multi-agent nous permet de résoudre tout problème un peu difficile? Alors, une machine du Turing a fait de sorte qu'elle est utilisée jusqu'à nos jours à travers les ordinateurs qu'on est en train d'utiliser par le fait que cette machine déjà est universelle, du fait qu'elle est capable de faire exécuter n'importe quelle solution algorithmique. Et par suite, elle pourrait faire tourner toutes les instructions proposées sous forme d'une solution algorithmique à la machine du Turing universelle. Alors, les limites d'une machine du Turing sont principalement le fait que si le problème est un peu difficile, il n'est pas résolu par cette machine du Turing. Et ceci veut dire qu'un problème de décision, qui est un problème fondamental
pour faire de sorte que notre machine peut décider, peut prendre des décisions, peut avoir un caractère autonome. Et donc, ceci veut dire que si nous arrivons à répondre à ces deux questions, nous pouvons dire que les systèmes multi-agents peuvent jouer un rôle très important à proposer une évolution des machines du Turing universel classique proposé par Alan Turing en 1937, du fait qu'on a la possibilité de proposer de nouvelles, donc si vous voulez, machines qui sont capables à résoudre les problèmes de décision, à résoudre les problèmes, à résoudre ou approximer, si vous voulez, les problèmes un peu difficiles, et dans ce cas, à remplacer l'être humain dans tous les problèmes où la machine du Turing n'a pas la possibilité d'apporter des solutions. Et si le formalisme système multi-agent peut décrire tous les problèmes un peu difficiles, ceci veut dire que si nous allons apporter une architecture universelle comme a fait, si on revient avec ce qui a été présenté par Alan Turing en 1937, ceci veut dire si nous arrivons à présenter une architecture universelle pour un système multi-agent, comme si nous sommes en train de proposer la possibilité d'avoir une machine à base des systèmes multi-agents qui est capable à approximer de manière universelle tout. Donc, comme Alan Turing a proposé la machine du Turing universelle pour pouvoir exécuter toute solution algorithmique, dans ce cas, il est possible de proposer, si la réponse est oui, et on a la possibilité de présenter une architecture universelle, ceci veut dire que cette architecture universelle pourrait être à la base de la présentation d'une machine qui est capable de prendre des décisions à base du système multi-agent, une des techniques génériques de l'intelligence artificielle distribuée. À vrai dire, nous n'allons pas essayer dans l'immédiat répondre à cette question. C'est pour ça que je vous invite tout au long de la prochaine section, lorsque nous allons présenter une sélection des architectures existantes, je vous invite toujours à penser à une réponse à cette question. À ces deux questions si vous voulez, et la question ultime sera est-ce qu'on pourrait exploiter les systèmes multi-agents pour présenter une solution, une machine capable de prendre des décisions. Dans ce cas, lorsque nous allons présenter les diverses architectures, essayez de voir est-il possible déjà de penser à une architecture, si vous voulez, standard, universelle, qu'on pourrait l'utiliser pour toutes les architectures et pour toutes les solutions possibles qu'on pourrait apporter pour résoudre, pour approximer un problème de la classe un peu difficile. Si c'est bien le cas et si on a la possibilité de faire ça, ceci veut dire qu'on pourrait apporter une machine qui est capable de décider. Et ce sont les travaux, si vous voulez, lorsque Google, par exemple, essaie de présenter une voiture autonome, c'est une réponse qui pourrait lui permettre d'utiliser, je dis pour le moment probablement, les systèmes multi-agents afin de proposer sa voiture autonome. Et si c'est bien standard et si c'est bien universel, ceci veut dire qu'on pourrait généraliser ça à tous les problèmes un peu difficiles, non pas uniquement le fait de conduire une voiture. Si c'est bien le cas, ça va être très simple, très facile à présenter une machine qui utilise ces systèmes et qui peut prendre des décisions en utilisant les systèmes multi-agents comme solution universelle. Alors, donc nous allons laisser cette question, nous allons vous inviter au niveau des prochaines sections. Donc là, pour le moment, nous allons présenter l'architecture des agents qui ont été présentés au niveau de la littérature. Nous allons présenter les principales architectures, une sélection. Je vais présenter 6 architectures au niveau duquel nous allons essayer de classer les architectures d'agents en 3 grandes classes. Alors, nous avons déjà défini c'est quoi un agent.
Et dans ce cas, je vous propose la question suivante. C'est quoi une architecture d'un agent ou c'est quoi, si j'utilise le terme que vous connaissez déjà, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme conception? Et ça a été déjà demandé au niveau de l'exercice que je vous ai demandé de résoudre. Alors, comme architecture ici d'un agent, nous allons vous proposer trois classes d'architecture. Donc, nous allons présenter l'architecture d'un agent AGI appartenant à AG étoile, qui est une conception de cet agent. Et dans ce cas, nous allons lui présenter au niveau de la conception, il faut bien préciser c'est quoi la capacité de l'agent à percevoir des données DY de son environnement. Et dans ce cas, c'est une conception de la fonction, de la première fonction de perception qui est la fonction L sensors, qui est la fonction de perception. Aussi, il faut présenter une sorte de conception de la deuxième fonction, la manière que l'agent traite et analyse les données de la base de données dynamique DY. Et dans ce cas, il suffit de présenter, ça revient à présenter en fait, c'est quoi la fonction L-analyse, qu'est-ce que nous allons avoir au niveau de cette fonction comme d'autres fonctions si vous voulez utiliser pour assurer l'analyse des informations perçues à partir de l'environnement, à partir de la base de données des Y. Aussi, il faut savoir présenter une conception de la fonction L actuators, notre fonction qui peut agir avec l'environnement, elle peut ajouter des données et à travers lesquelles elle est en train d'agir avec son environnement. Alors donc, le fait de dire donner une architecture à un agent, ça revient simplement à donner une architecture aux trois fonctions suivantes, les fonctions L sensors, L analyse et L actuators. J'ai dit que nous avons trois principales classes d'agents. On pourrait classer les agents en agents cognitifs symboliques. C'est une approche abstraite où elle va utiliser les symboles pour présenter les divers éléments d'un agent. Il y a une classe où on considère que les agents sont réactifs, cherchent à changer l'environnement à travers des réactions. Il y a des agents dits hybrides, là où on a double opération à faire. L'agent cherche à changer l'environnement et il doit aussi atteindre un certain but pour le satisfaire. On dit que cet agent, il est à la fois réactif et proactif. Cette classification n'est pas l'unique, donc je vous invite, si vous avez d'autres classifications à proposer, vous pouvez les proposer à partir de la section, donc la prochaine section. Pardon. À partir, donc, j'ai dit de la prochaine section, vous pouvez donner une autre classification des agents. Alors là, je vais, au niveau de la littérature, je vais faire un parcours de diverses sélections d'architecture bien connues au niveau de la littérature. Je commence par l'architecture cognitive symbolique d'un agent. Elle a été connue à partir de 1956 à 1985. Et là, si vous vous rappelez bien des dates, on a dit que l'intelligence artificielle distribuée a vu le jour vers le début des années 80. Ceci veut dire que avant la naissance de l'intelligence artificielle distribuée, on a parlé déjà d'agents et il y a eu des architectures d'agents qui se basent sur une architecture cognitive symbolique et à partir de 1956. Donc, comme exemple, donc, nous allons citer deux principaux agents. Et nous allons commencer par définir c'est quoi architecture cognitive symbolique. On dit qu'un agent AGI appartenant
à l'ensemble des agents AG étoile et cognitif. Donc AGI possède une représentation symbolique, il utilise la représentation symbolique d'un système multi-agent. Alors, c'est quoi la représentation? Il va représenter les données de EN, il va de l'environnement EN, comment ils vont être mémorisés dans DY. Il va présenter aussi les autres agents, j'ai noté AGJ, différents de lui-même, de la conception des diverses fonctions L de chaque agent AGI. Alors ici, pour les autres agents, lorsqu'on parle de la période de 1980 à 1985, mais au départ c'était la définition d'un agent cognitif symbolique. Il n'y a pas de comparaison avec les autres agents. Il n'y a pas de présentation des autres agents. On parle d'un seul agent car il n'y a pas eu l'idée de l'intelligence artificielle distribuée au départ. Alors là, si je prends l'architecture d'un agent qui est cognitif symbolique, on pourrait avoir notre agent et cet agent il doit avoir la possibilité de, là j'ai mis voir à partir de l'environnement, mais il peut aussi entendre, il peut aussi capter s'il va utiliser des capteurs ou un radar. Et aussi, il peut émettre des actions au niveau de l'environnement. Donc ça, c'est une représentation symbolique car nous avons représenté l'agent et, si vous voulez, les diverses fonctions utilisées. La première qui est la fonction de perception et celle-là, c'est une fonction d'action. Et l'environnement a été représenté au départ comme un objet ou un ensemble d'objets qu'on pourrait les percevoir et qu'on pourrait y agir. Au niveau de la définition que nous avons proposée, on a considéré que l'environnement c'est un ensemble d'informations qu'on pourrait les percevoir et qu'on pourrait les modifier. Donc il pourrait être représenté par une base de données. Alors, une autre représentation cognitive symbolique d'un agent, on garde les deux fonctions de perception et d'action, auxquelles nous allons ajouter la possibilité de mémoriser l'état pour passer à un état suivant. Donc, si vous voulez, on ajoute le cadre dynamique par rapport à l'état actuel et l'état suivant. Nous allons mémoriser donc l'état actuel, nous allons passer à un état suivant et la base de données va être modifiée à chaque instant de temps au niveau de la perception. Si vous voulez, donc on est juste en train d'ajouter l'aspect dynamique à l'agent, c'est que ce que nous allons voir, ce que nous allons faire comme action dépend de l'instant de temps là où de l'état de l'agent lorsqu'il va que ce soit percevoir ou lorsqu'il va agir au niveau de son environnement. Alors, comme exemple d'agent cognitif symbolique, nous allons nous allons vous présenter deux architectures de deux agents différents qui sont principalement l'agent à base logique et l'agent dit tableau noir. Ces deux agents que nous allons proposer ont été proposés avant même l'idée de l'intelligence artificielle distribuée. C'est-à-dire au départ, nous avons considéré qu'il y a un seul agent au niveau de notre système multi-agent qui va donc nous allons lui décrire les diverses fonctions afin de lui présenter son architecture. Ces mêmes agents qui ont été proposés donc au départ vont être par la suite et à partir des années 80 utilisés avec plusieurs autres agents, là où on a tout un système avec des divers agents.
Alors, lorsque je vais commencer avec l'agent à base logique, je vais peut-être vous rappeler une définition. Donc déjà, les agents à base logique ont été développés au départ en 1957. On a dit que l'IAD a démarré vers le début des années 80. Donc même avant, et lorsque je vais vous annoncer l'agent à base logique, je vais vous rappeler certainement quelque chose que vous connaissez et précisément faites essayer donc lors de ma présentation de l'agent à base logique de faire la comparaison avec ce que vous connaissez au niveau des systèmes experts. Alors là, un agent à base logique, l'idée est la suivante. Nous allons utiliser la logique pour coder la théorie en cherchant la meilleure ou les meilleures actions à faire afin de pouvoir approximer un ensemble de problèmes P étoile étant donné une situation ou un instant de temps T. Si j'essaie donc de donner une définition telle qu'elle a été présentée au départ, tout en changeant en fait les composantes avec les composantes de notre propre définition formelle de système multi-agent. Nous allons trouver que formellement, l'architecture d'un agent AGI à base logique est définie comme suit. On doit avoir une fonction L analyse. Cette fonction est la théorie en fait. Elle est appelée au niveau de cette architecture comme la théorie. Un ensemble de règles. Donc au niveau de l'analyse, nous avons un ensemble de règles. La deuxième composante au niveau de l'architecture d'un agent à base logique est une base de données logique. Notre DY est une base de données logique. Elle décrit l'état courant de notre environnement EN. Une autre composante A est un ensemble d'actions effectuées qu'on pourrait effectuer par un agent AGI. Donc, ce qu'on a au niveau de les actions, il y a des actions qu'on pourrait dire que ce sont un ensemble d'actions qui est déjà prédéfini, mémorisé pour l'agent. Lui, il va prendre, donc, il va utiliser une théorie à l'analyse. Il va prendre les données perçues au niveau de DY. Il va les analyser avec L-Analyze, donc sa fonction de théorie, afin de choisir parmi les actions au niveau de A. Il y a plusieurs actions, il va choisir laquelle à faire pour donc agir au niveau de son environnement. Ceci nous ramène à dire que DY, l'ensemble des données perçues par l'agent, implique à travers une fonction LAnalyze, il va nous impliquer une fonction phi qui est l'action à faire et qui, cette fonction appartient à l'ensemble des actions possibles qui est autre que les fonctions L actuators qui vont être l'action sur l'environnement. Je donne un exemple pour bien illustrer donc cette dernière ligne. Donc notre phi qui est l'action, je donne l'exemple de par exemple faire l'action suivante. Pour un robot par exemple, faire action c'est tourner à gauche, peut être démontrer, et là ce qui a été proposé au niveau de cette théorie c'est que lorsque j'ai mis implique analyze, c'est une démonstration qui doit être faite. Donc c'est pour ça on dit que cette action doit être démontrée à partir de ce qui a été perçu au niveau de DY en utilisant donc une fonction d'analyse, et dans notre cas avec un agent à base logique, cette fonction d'analyse ce n'est autre que une démonstration que cette action doit être faite à partir de ce qu'il y a au niveau de DY, ce qui a été perçu. Alors j'ai essayé de reprendre l'idée de l'agent à base
logique en utilisant notre définition de système multi-agent pour expliquer ce que cette théorie est en train d'utiliser afin de définir une conception d'agent à base logique. Et j'attire votre attention, donc tout à l'heure je vous ai dit essayez de faire la comparaison avec un agent expert ou avec le système expert que vous connaissez. J'attire votre attention, ce qu'on était en train d'utiliser est très similaire à ce qu'il y a au niveau de les systèmes experts. Et pour les fonctions prédéfinies ici, je donne comme donc précision. Alors, notre agent à base logique, il suppose que nous avons ces fonctions suivantes qui sont déjà supposées être exécutées automatiquement. Une fonction action qui prend comme paramètre la base de données dynamique DY, donc elle va à partir de ce qu'il y a au niveau de DY, ce qu'il y a au niveau de DY va être analysé par la fonction LAnalyze et ceci va nous permettre de gérer les perceptions de DY et par la suite la fonction LActuators, elle va prendre aussi la base de données. Donc LSensor, elle va lire de DY et LActuator, elle va écrire au niveau de DY. LSensor, elle va lire au niveau de DY à l'aide d'une analyse là où il y aura une sorte de utiliser des fonctions de classification, des fonctions de reconnaissance de forme, des fonctions de ce genre pour pouvoir lire et percevoir correctement les informations. LActuators, elle va analyser les informations mises à jour au niveau de DY par la fonction LSensor. Et une fois ces informations sont mises à jour, ils vont être analysés par LAnalyze afin de proposer donc des actions à travers la fonction LActuators au niveau donc de DY toujours, car c'est là où on va agir au niveau de notre base de données. Donc la mise à jour de DY, elle va utiliser LAnalyze et les informations qui ont été déjà mises à jour par la fonction LSensor afin de agir au niveau de l'environnement à travers la mise à jour toujours de DY. Alors cette lecture, donc l'agent à base logique a besoin que ces agents, ces fonctions prédéfinies existent afin qu'on puisse parler d'une définition complète d'un agent à base logique. Alors, comme exemple de solution algorithmique proposée par un agent à base logique, on trouve la fonction sélection action qui prend comme paramètre la fonction LActuators. Et donc, j'essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de cette fonction. Nous allons prendre pour chaque action possible au niveau de l'ensemble des actions A, à partir des données perçues et mises à jour au niveau de la base de données dynamique des Y, nous allons si tout d'abord au niveau de notre fonction ici analyse, nous allons vérifier quelle est l'action à faire. Donc juste ici changer actuator par analyze. Donc une analyse va être effectuée pour vérifier quelle est donc la fonction, quelle est la fonction à faire. Et dans ce cas, la fonction LActuator, elle va nous permettre de choisir parmi est-ce qu'on va faire AI ou autre. Donc à chaque action possible au niveau de l'ensemble A, on va prendre la base de données dynamique qui a été mise à jour déjà par la fonction de perception et par la suite nous allons utiliser au niveau de l'appel de la fonction actuator, elle va appeler une fonction d'analyse comme elle va prendre comme paramètre DY et
l'analyse, elle va nous permettre dans ce cas de finalement préciser est-ce que nous allons faire AI, oui ou non. Euh, Est-ce qu'il y a, c'était juste maintenant ou là, depuis tout à l'heure? Êtes-vous en train de m'entendre actuellement? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de me recevoir? Êtes-vous en train de me recevoir? Donc, comme il y a eu un petit problème technique, nous allons essayer de le résoudre immédiatement. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous arrivez à m'entendre actuellement?
D'accord. Je vais reprendre le mode présentation. Veuillez, s'il vous plaît, me confirmer que vous avez mon écran de la présentation pour qu'on puisse reprendre au niveau de la présentation de la fonction comme exemple pour notre euh, pour le système multi-agent à base logique. Est-ce que vous êtes en train de recevoir mon écran? D'accord. Donc là, on va reprendre avec cette solution algorithmique, mais j'ai besoin de confirmer est-ce que ce qu'on a présenté avant l'actuel diapo a été bien présenté. Vous l'avez bien reçu et la voix a été bien reçue. Oui? D'accord, pour l'actuel diapo. Mais est-ce que vous avez déjà suivi la présentation à ce niveau? Donc, au niveau lorsqu'on a présenté les diverses fonctions de l'agent à base logique. Est-ce que vous avez bien reçu donc le son à ce niveau ou je reprends avec quel diapo? D'accord, en partant du diapo 94. D'accord? Alors, pour les fonctions prédéfinies, donc nous avons dit que je reprends rapidement avec le diapo 93. J'ai dit que un agent à base logique a été défini par les composantes une théorie qu'on pourrait donc la présenter avec la fonction l'analyse et avec une base de données logique qui décrit l'état courant de l'environnement et ceci pourrait être simplement proposé au niveau d'une base de données dynamique DY. Alors, euh, comme caractéristique de l'agent à base logique, c'est qu'il y a un ensemble d'actions possibles A pour un agent AGI. Et cet ensemble d'actions, c'est les diverses actions qu'il pourrait effectuer sont déjà prédéfinies à l'avance. Par la suite, nous avons ce qui suit que la base de données DY qui va être perçue par la fonction donc LActuators, cette fonction donc qui est par la fonction LSensor, donc cette fonction, cette base de données qui est déjà mise à jour au niveau de la perception des données, on va appliquer à cette fonction la fonction LAnalyze afin de choisir une action phi appartenant à l'ensemble A que j'ai précisé au niveau du point précédent. Donc ça va se faire par le fait, on va prendre une base de données qui a été mise à jour au niveau de la perception. Par la suite, à travers une fonction d'analyse, nous allons déterminer quelle est la fonction qu'on pourrait utiliser au niveau de l'action. Alors, afin de faire ceci, donc afin de pouvoir choisir quelle fonction, donc l'exemple ici c'est que si j'ai un robot et si comme action il va soit tourner à gauche, soit tourner à droite, dans ce cas l'action faire action ça va être tourner à gauche ou tourner à droite. Il va donc partir de sa base de données logique, il va essayer de faire une démonstration qui va lui dire quelle est l'action à faire, tourner à gauche ou tourner à droite, il va utiliser pour ce faire la fonction LAnalyze. Alors là en fait, notre fonction LAnalyze, elle va être supposée intégrer au niveau des deux fonctions qu'on connaît qui sont LSensor et LActuators. En effet, notre système d'agents à base logique suppose que nous avons déjà deux fonctions qui sont les fonctions LSensor et LActuators. Alors, ce qui est donc spécifique, si vous voulez, à cet agent à base logique, c'est que la fonction de perception, elle va prendre comme paramètre une base de données, qui est la base de données logique. Elle va utiliser la fonction d'analyse pour mettre à jour cette base de données en fonction de ce que l'agent va percevoir à partir de DY et il va aussi mettre à jour DY par rapport à ce qu'il a été perçu.
Donc il a un historique de DY qui va être mis à jour à travers les perceptions effectuées par cet agent. Et la fonction actuators, celle qui va commettre des actions, elle prend la base de données qui est déjà mise à jour par la perception. Et une fois que la base de données a été mise à jour par la perception, il va lui appliquer une fonction analyse pour savoir quelle est, pour arriver à quelle est, à partir de dy qui est déjà perçu, nous allons appliquer la fonction à l'analyse pour déterminer quelle est l'action appartenant à l'ensemble A à faire comme action. Donc nous allons utiliser la fonction lAnalyze afin de sélectionner quelle est l'action parmi les actions prédéfinies de l'ensemble A à faire. Une fois nous avons détecté ça, donc je prends ici notre exemple, comment cette opération pourrait être faite. Donc tout à l'heure, j'ai dit que la base de données, notre base de données, nous allons utiliser une analyse. Si on change lActuator par lAnalyze, nous allons trouver l'action à faire. Mais notre fonction prédéfinie lActuators, elle va faire appel à la base dy comme paramètre et à la fonction lAnalyse. Donc c'est elle qui va nous indiquer quelle est l'action à faire. C'est pour ça que j'ai écrit ici dy implique en utilisant lActuator, elle va prendre comme paramètre dy la base de données et elle va utiliser la fonction lAnalyze afin de déterminer à partir de dy quelle est la fonction à faire. Donc nous allons effectuer cette opération pour toutes les actions AI appartenant à l'ensemble des actions possibles A. Et pour ce faire, donc, ceci va nous amener à dire que dy va nous donner quelle est l'action, elle va nous permettre de choisir quelle est l'action à exécuter par la suite. Donc si on reprend l'exemple de notre robot, notre base de données logique, elle va permettre au robot, en faisant appel à la fonction lActuators, en appelant à elle-même, en prenant en paramètre elle-même dy et lAnalyze, elle va nous permettre de déterminer s'il va tourner à gauche ou il va tourner à droite ou il va s'arrêter. Donc si là j'ai supposé au niveau de mon exemple que j'ai A1, A2, A3, tourner à gauche, tourner à droite ou s'arrêter. Donc là, en prenant la base logique, en essayant de vérifier à partir de cette base logique quelle est l'action à faire. Et si au niveau de la deuxième partie, donc on pourra aussi, en se basant sur la base logique et en essayant de prendre quelles sont donc les actions qu'on ne doit pas commettre, ça va nous permettre d'éviter ces actions et donc de retourner quelle est l'action qu'on ne devrait pas commettre. Donc là, ici, juste si nous avons une base logique, si nous n'avons pas une démonstration qui nous permet de dire que non, ne pas faire tourner à gauche, donc nous n'avons pas de démonstration qui nous permet de dire que nous n'allons pas tourner à gauche, ceci veut dire qu'on pourrait tourner quand même à gauche. Donc il n'y a pas de démonstration qui dit l'inverse de l'action. Il n'y a pas de démonstration qui dit l'inverse de l'action. On pourrait prendre cette action et l'exécuter pour toute action possible. En se basant sur le fait que s'il n'y a pas de démonstration qui nous dit que, par exemple, il faut s'arrêter au feu rouge, donc dans ce cas, on pourrait continuer notre route et ne pas s'arrêter. Donc ça, c'est un exemple de sélection d'action, comment on pourrait, au niveau de cette stratégie, sélectionner l'action. Et si je vous demande actuellement, avez-vous la possibilité de citer des agents à base logique? Avez-vous la possibilité de citer des agents à base logique? Si vous êtes en train de bien m'entendre, tout à l'heure j'ai bien dit que essayez de faire en essayant de suivre l'architecture à base logique, essayez de faire la comparaison avec les systèmes multi-agents.
pardon, avec les systèmes experts. Un étudiant à la fin de la dernière séance m'a indiqué que vous avez déjà étudié les systèmes experts. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire la comparaison entre un agent à base logique qu'on a présenté actuellement et entre les systèmes experts. Si vous avez une réponse, je vous entends. Pardon? Alors, juste, je reprends un petit peu. Dans un système expert, vous avez dit qu'il n'y a pas d'analyse, mais est-ce que dans un système expert, bon, on va le reprendre si vous voulez, est-ce que c'est pas à partir d'une base de faits, vous allez utiliser un moteur d'inférence qui va vous permettre de vérifier dans une base de règles qui est A, si vous êtes bien d'accord. Vous avez une base de règles qui est l'ensemble A, ce n'est autre que l'ensemble de A. Vous avez une base de faits là où vous avez des variables, vous connaissez si ce sont vraies. Dans ce cas, ces variables, la base de faits, ce n'est autre que notre DY de départ. Le moteur d'inférence qui va vous permettre de vérifier si vous allez faire la règle 1, 2 ou 3. Ce moteur, ce n'est autre que la fonction l'analyse. Êtes-vous d'accord? Alors, pour ce faire, ce que je vais reprendre, donc là, on a essayé juste de dire ça, mais si je reprends carrément la définition d'un système expert, mais juste avant, je vais aussi prendre un autre exemple qui est si vous voulez, Aminos ou le chatbot de Topnet. Ce sont en fait des agents à base logique. Alors, pouvons-nous citer des agents à base logique? Je trouve que, par exemple, le chatbot de Topnet, je vous donne la schématisation. Donc, lorsque vous essayez d'accéder au site de Topnet, vous allez trouver tout en bas à droite ce qui a été appelé Aminos. Un petit, si vous voulez, robot peut-être, qui va chercher à vous aider au dépannage si vous avez une panne de connexion. Donc déjà, l'idée c'est partir d'une base, si vous voulez, de faits et essayer d'utiliser une sorte d'analyse afin de vous donner une solution qui vous explique pourquoi vous avez une panne au niveau de la connexion. L'autre composante qui est le système expert, juste, ce n'est autre qu'un agent expert. Les systèmes experts ont été bien développés. Là, j'ai mis la date pour vous indiquer que c'était même avant de parler de l'intelligence artificielle distribuée, du fait d'avoir la distribution de la décision avec plusieurs agents. Alors ça, pour en fait, pour le système expert, ici en fait pour le système expert qui a été développé en 1965, j'essaie juste de rappeler certaines composantes en faisant en même temps le lien avec ce qu'on a présenté aujourd'hui d'un agent à base logique. Si je prends le système expert n'est autre qu'un agent expert, est un logiciel, est un programme, est un agent si vous voulez, capable de reproduire les mécanismes cognitifs d'un expert dans un domaine particulier. Alors il est capable de répondre à des questions en effectuant un raisonnement. Le fait de dire en effectuant un raisonnement, je suis en train de faire appel à la fonction l'analyse. À partir d'un ensemble de faits, et l'ensemble de faits va être mémorisé au niveau de la base de données DY, au niveau de ce qu'on a présenté aujourd'hui comme, si vous voulez, conception d'un agent à base logique. Et donc à partir de faits et de règles connues. Les règles, ce n'est autre que l'ensemble A qui a été défini au niveau de notre système d'agents à base logique.
Je reprends toujours la définition, si vous voulez, et les diverses composantes d'un système expert, en faisant en même temps ce qui est en parenthèse, ici entre parenthèses, c'est une comparaison avec ce qu'on a présenté aujourd'hui, pour vous dire ça revient au même, c'est la même chose, d'accord? Un système expert agent, donc AGE, se compose de trois parties, une base de faits ce qui va être perçu et mémorisé au niveau de votre base de données DY, donc composée de variables propositionnelles et ou de prédicats dont l'évaluation est perçue par vrai. Une base de règles, l'action ce n'est autre que l'ensemble A qu'on a présenté au niveau de notre agent à base logique. Donc ce sont les actions, les règles qu'on pourrait utiliser comme action. Un moteur d'inférence, ce n'est autre que la fonction l'analyse. C'est ça, c'est notre fonction l'analyse qui va être utilisée pour démontrer que à partir d'un ensemble de faits mémorisés au niveau de DY, c'est pour ça que j'ai écrit DY implique en utilisant l'analyse là au niveau de votre système expert, vous allez utiliser la fonction l'analyse qui est le moteur d'inférence. Et ce moteur d'inférence, il va utiliser comme paramètre la base de faits pour pouvoir par la suite déterminer quelle est la règle appartenant à l'ensemble des actions A au niveau de notre modèle qu'on a présenté aujourd'hui, afin de déterminer quelle est l'action à faire à partir de A. Donc il va utiliser la base de données DY, il va utiliser la fonction l'analyse, donc il va effectuer cette analyse pour nous permettre de savoir quelle est la règle à appliquer par la suite. Donc je vois que c'est un exemple typique de notre, si vous voulez, notre agent à base logique. Donc là, si nous allons présenter les divers moteurs de chaînage, si nous allons prendre le chaînage avant, par exemple, ça va être une fonction d'analyse 1, chaînage arrière, une deuxième fonction possible pour faire l'analyse. Un chaînage mixte, c'est une troisième fonction possible pour faire l'analyse. C'est pour ça que j'ai mis L1 analyse, L2 analyse, L3 analyse. Donc ce n'est autre que des manières de faire l'analyse qui sont différentes, qui vont nous permettre par la suite de déterminer quelle est l'action parmi l'ensemble d'actions prédéfinies. Pour le système expert, c'est un ensemble de règles. Pour le modèle qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'ensemble A d'actions possibles prédéfinies. Donc je ne vais pas trop entrer dans les détails de divers moteurs, comment ils vont fonctionner. Donc simplement ça va être un algorithme utiliser un algorithme de parcours en profondeur pour pouvoir sélectionner par la suite l'action adéquate. Donc je vais passer à une deuxième, si vous voulez, architecture. Mais avant de le faire, avez-vous des questions à propos de l'architecture qu'on a présentée, la première qui est celle de l'architecture d'agents à base logique? Si vous n'avez pas de questions, j'ajoute juste ce que au départ nous avons présenté l'agent à base logique comme un seul agent qui va réagir avec son environnement. Mais c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à raisonner IAD, donc l'agent à base logique a évolué pour pour participer plusieurs agents au niveau d'un système multi-agent, là où chaque agent il pourrait être un agent à base logique. Alors, je vais présenter une deuxième architecture actuellement qui est Oui, d'accord. Ma remarque est la suivante. C'est qu'au départ, nous avons, avant de parler des années 80, c'est-à-dire l'agent que j'ai présenté, l'agent à base logique, a été créé en 1957.
1957, il y a pas de définition même d'intelligence artificielle distribuée. On a simplement l'intelligence artificielle. On ne parle pas de plusieurs agents pour résoudre un problème. On ne parle pas de distribuer la décision à plusieurs agents afin de résoudre un certain problème. D'accord? Mais tout de même, on trouve toutes les éléments d'un agent ont été bien définis. Donc, avant 1980, nous avons ce qu'on appelle un agent, mais on n'a pas plusieurs agents en relation pour résoudre un problème. On n'a pas utilisé plusieurs agents experts pour résoudre un problème, mais on a la possibilité de présenter le système expert en tant qu'agent expert dès 1957. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, ce que je veux dire que on n'a pas parlé d'idée de intelligence artificielle distribuée avant 1980. Dans l'époque entre 1957, si vous voulez, et 1980, on parle de architecture d'agents, mais on ne parle pas de plusieurs agents pour résoudre un problème. On a un agent, on a toutes les composantes d'un agent, on a la définition, l'architecture, la conception d'un agent, utilisé lui seul pour résoudre un problème, sans faire appel à d'autres agents pour collaborer afin de distribuer la décision entre ces divers agents. Est-ce que c'est clair? Le système expert, c'est un agent à base logique. Il a été développé en 1967, mais un agent et non pas un système multi-agent. En 1980, on a eu l'idée de distribuer la décision à plusieurs agents pour résoudre le même problème. Dans ce cas, il y a eu l'utilisation de systèmes experts en tant que plusieurs agents. Chacun, il va participer à résoudre un problème. En d'autres termes, si vous voulez, je prends cette figure d'agent intelligent qu'on a présentée tout à l'heure. Je reviens au diapo, là où on a présenté un agent intelligent. Et ma remarque est la suivante, c'est que l'agent intelligent existe même avant que l'intelligence. Donc là, si je prends par exemple ce schéma, cette figure, c'est une figure d'un agent intelligent. On a un agent intelligent, un seul, qui a la possibilité de percevoir de son environnement et la possibilité d'agir au niveau de son environnement. Ici, on peut trouver toutes les composantes d'un agent expert, d'accord? Mais dans l'époque, à partir de 1957 jusqu'à 1980, on ne parle pas d'un système multi-agent, on parle d'un seul agent pour réagir avec son environnement et résoudre déjà le problème. À partir des débuts des années 80, on a dit qu'il est possible d'utiliser plusieurs agents, de distribuer la décision à plusieurs agents afin de résoudre un problème et parmi les possibilités d'utiliser plusieurs agents experts afin de résoudre un problème. Dans ce cas, on raisonne intelligence artificielle distribuée et non pas seulement intelligence artificielle. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que tout ce que vous avez comme solution qui a été apportée au niveau de l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de la présenter sous forme d'un seul agent en réaction avec son environnement. Et tout ce que vous avez au niveau de l'intelligence artificielle, exemple le système expert qu'on a présenté tout à l'heure, donc c'est un seul agent qui est en train de réagir avec son environnement. On passe à l'intelligence artificielle distribuée dès qu'on a plusieurs agents qui sont en train de réagir avec le même environnement pour résoudre le même problème. Est-ce que j'ai réussi à te répondre? D'accord. Alors, nous allons continuer donc avec les tableaux noirs et s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Ce qui va en fait enrichir certainement votre cours et non pas l'inverse. Alors là, je vais reprendre avec les tableaux noirs qui ont été, eux,
présenté au début des années 80, là où on a la possibilité de parler déjà de intelligence artificielle distribuée, là où nous avons la possibilité de parler de plusieurs agents. Et c'était parmi les premiers modèles qui ont directement parlé à l'intelligence artificielle distribuée et présenté une architecture d'agents, de plusieurs agents dans un système multi-agent. Alors là, en fait, je commence par présenter exactement comme tout à l'heure. Je commence par présenter l'idée. Par la suite, nous allons présenter, donc à chaque fois que je présente l'idée ou la définition, je vais faire référence à la même définition qu'on a présentée du système multi-agent, la définition formelle de système multi-agent, en précisant quelles sont, à chaque fois, lui, il va par exemple dire que cette composante ici s'appelle KS. La première composante est notée KS pour donner les divers knowledge sources. Pour nous, au niveau de notre définition, cette composante KS, les divers KS, ce n'est autre que AG étoile, les divers agents. Donc à chaque fois, je vais entre parenthèses mettre c'est quoi cette composante, c'est quoi l'équivalent au niveau de notre définition. Alors, les tableaux noirs, l'idée c'est avoir une structure de contrôle et qui permet de faire l'approximation d'un ensemble de problèmes P étoiles et elle peut utiliser comme composante, elle utilise comme composante, elle a défini pour, si vous voulez, la première fois les KS, les Knowledge Source, qui ne sont que des agents. Ils ont été définis comme l'activation opportuniste de spécialistes. Donc, si vous voulez, ce sont des agents avec le caractère qui sont experts, en profitant de la première théorie de agents à base expert. On a présenté les KS qui sont des agents experts connus par Knowledge Source, cherchant à résoudre un problème ou un ensemble de problèmes P étoile. Donc, cette en fait, méthode au niveau de l'idée des tableaux noirs, elle cherche à déposer, modifier, retirer des objets sur une zone de travail commune. Et là, je vais juste faire une petite pause et vous dire que les années 80 ont connu des travaux énormes sur les manipulations des robots. Donc, lorsqu'on dit déposer, modifier, retirer un objet, c'était comment commander un robot, une machine, pour effectuer ces actions qui sont des actions en liaison directe avec la production. On a essayé principalement au niveau d'une chaîne de production d'intégrer des robots pour remplacer les ouvriers, les employés, à travers des machines, des robots qui essaient d'exercer le même travail. Alors, ces objets vont être placés dans une zone de travail commune et cette zone de travail commune a été nommée Blackboard. Cette zone qui est Blackboard, ce n'est autre que au niveau de la définition formelle qu'on a proposée, ce n'est autre que la base de données. Donc là, on va prendre, déposer, modifier, retirer des objets. Ceci va faire de sorte que nous allons effectuer des modifications au niveau de notre environnement EN. Ces modifications au niveau de notre environnement et comme on l'a défini l'environnement en EN comme un ensemble de données, ceci veut dire que ces modifications à effectuer vont être mémorisées au niveau de DY qui a été au niveau lors de la présentation des tableaux noirs nommé Blackboard. Alors là, en fait, la dernière composante cherche à gérer les conflits d'accès entre les divers agents. Donc c'est si vous voulez, une unité de commande des divers agents Knowledge Source. Et ceci à travers une sorte d'organisation qui permet de donner à chaque agent quand est-ce qu'il pourrait accéder à
Blackboard ou à notre base de données dynamique. Donc ceci pourrait se faire à travers une fonction sous forme d'un agent leader qui pourrait effectuer donner aux autres agents quand est-ce qu'ils peuvent donc accéder à la base de données DY, comme l'exemple d'un routeur qui organise l'accès des divers ordinateurs à l'accès Internet. Alors, je vais en fait terminer cette séance par cette figure qui est celle des tableaux noirs. Au niveau des tableaux noirs, on a représenté, là j'ai parlé d'une base de données DY qui a été notée Blackboard au départ avec les tableaux noirs. Ça c'est les divers agents, knowledge source, les divers agents qui vont chacun a la possibilité de percevoir des informations de son environnement. Et lorsque il va percevoir ces informations, il va effectuer des opérations, il va ces informations effectuer des modifications au niveau de Blackboard. Et lorsqu'il va effectuer ces modifications, ça va permettre en retour aux autres agents de connaître qu'est-ce qu'il a fait comme opération. Et ces accès de données par les divers agents va être contrôlé ici par une unité de contrôle. Elle va préciser à chaque agent quand est-ce qu'il pourra accéder à Blackboard pour donner les informations. Donc ce qui est en gris, en flèche gris, il va donner une organisation pour les agents pour accéder. Donc c'est lui qui va, si vous voulez, organiser les relations de communication entre les agents à travers que ce soit l'environnement ou à travers Blackboard qui est actuellement présenté comme une partie où tous les agents vont effectuer des opérations. Alors si j'essaie donc de présenter la même chose à travers notre définition, cette table, là où les agents vont déplacer, modifier des objets, ce n'est autre que changer l'environnement qu'on a qui est l'ensemble d'informations. Donc cette table et l'environnement, ce n'est autre que DY. La base de données qui est l'ensemble des informations perçues et mises à jour à chaque fois nous allons percevoir ou agir au niveau de notre environnement. KS, ce n'est autre que un ensemble des agents qui ont la possibilité de percevoir à partir de son environnement et d'agir au niveau de leur environnement. Et pour le contrôle, là j'ai dit si nous allons garder notre définition formelle, ce n'est autre que un agent qui a la possibilité de commander les autres agents en précisant, un ordre d'accès à DY. Car si je vais prendre l'environnement et Blackboard, ce n'est autre que les deux, ce n'est autre que notre base de données dynamique qui va être donc modifiée par les divers agents qui sont les knowledge source. Donc avec ça, on arrive à la fin de cette séance. Je vous invite donc, n'hésitez pas s'il vous plaît de critiquer mon cours. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Avez-vous des questions? D'accord, donc je vous remercie pour votre attention et on se revoit donc la semaine prochaine pour une autre séance de cours. Merci pour votre participation. Merci à vous.